bonsoir, bon dimanche et surtout bonne et heureuse année 2023. Face à l'actu, c'est la première émission de cette année débutante. Nous sommes évidemment très heureux de vous savoir toujours aussi nombreux et surtout nous souhaitons beaucoup de bonheur cette année, une excellente santé et toute la réussite qui pourrait être la vôtre. Cette première édition, nous allons évidemment la commencer avec une analyse fait politique. D'abord, la rétrospective de l'année 2022 et certainement les perspectives de cette année nouvelle. Une année qui connaîtra une élection certes indirecte, mais ce sera les élections sénatoriales d'ici la mi-mars. Mais surtout, on pourrait penser que c'est quand même l'antichambre des futures élections de 2025 au regard qui c'est peut-être les prémices qui pourraient éventuellement se faire entre les acteurs politiques. Évidemment, nous reviendrons également sur les sujets traités par la rédaction de STV, et le discours du chef de l'État du 31 décembre dernier, mais aussi la cérémonie de présentation des vœux au Palais de l'Unité, la question sécuritaire avec le ministre de la Défense qui a choisi cette fois-ci de passer la nouvelle année ou du moins le réveillon de cette année avec les forces de défense et de sécurité qui sont sur le front de l'Est. On en parlera grandement avec Célestin Djamène, qui est notre premier invité cette année. Il est le président de l'Alliance patriotique républicaine. Bonsoir, Président. Bonsoir, mon cher député. Bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Et je profite aussi de l'occasion pour adresser tous mes voeux de début d'année 2023 à tous mes compatriotes, à tous mes concitoyens. Je sais que cette année s'annonce spécialement difficile, mais je crois que mes compatriotes sauront encore une fois de plus manifester leur résilience qu'ils ont toujours su manifester malgré d'énormes difficultés. Donc, encore une fois, bonne année à tous mes concitoyens et puis tenez bon, faites d'espoir. Nous sommes là pour continuer à mener le combat jusqu'à ce que nos forces puissent nous abandonner, mais encore que nos enfants sont là pour prendre la relève. Donc, merci beaucoup, Dipita, pour cette invitation. Je me sens très privilégié parce que c'est la première de l'année 2023. Vous la sentez année difficile, vous dites, vous avez des signaux, vous avez des indices? Il y a surtout des annonces qui ont été faites par le gouvernement. Je pense notamment aux timbres fiscaux qui vont passer à 1500 francs, qui sont déjà passés évidemment, puisqu'on est déjà en janvier, à 1500 francs. Je pense également, n'est-ce pas, aux véhicules, à la vignette automobile, qui est passée pour certains de 25 à 50 000, pour d'autres, selon le nombre de chevaux, à 75 000, etc. Donc, ça va être un peu compliqué. D'autant plus compliqué que le pouvoir d'achat des Camerounais, les revenus des Camerounais, les salaires des Camerounais n'a pas spécialement augmenté. Ça a même stagné. Et pour d'autres, ils subissent des absences de salaire, des salaires irréguliers. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que l'année 2023 sera spécialement compliquée pour eux. Mais, encore une fois, je tiens à dire qu'il faut tenir, parce qu'en vérité, on n'a pas d'autre choix que d'être positif. Je pense qu'être pessimiste n'arrange aucun problème, bien au contraire. Il faut penser que même si le gouvernement dans plusieurs secteurs a failli, parce qu'il faut bien le dire, je pense que la décision, les orientations, la vision du chef de l'État, malheureusement, et il le dit d'ailleurs depuis 2013, n'a pas été observée par ses propres ministres. Je me rappelle en particulier d'un discours qu'il a prononcé en 2013, souvenez-vous, où il s'est positionné quasiment en opposant. Au point que cette année-là, aucun leader d'opinion, aucun leader d'opposition en tout cas, n'a cru devoir critiquer, n'est-ce pas, le discours de fin d'année du président de la République. Donc, je pense que ça n'a pas beaucoup évolué, malheureusement. Il y a des ministres qui ne prennent pas la mesure des choses. Je pense qu'ils ont des budgets qui sont consacrés pour relancer la croissance, pour effectivement améliorer les conditions de vie des citoyens, parce que c'est quand même l'une des missions de la politique, l'une des missions de l'État. Ils ont failli dans beaucoup de secteurs et j'ose croire que, à part quelques exceptions, que beaucoup de ministres vont quand même se réveiller et penser à leurs concitoyens qui tirent vraiment le diable par la queue. Donc je souhaite en tout cas beaucoup d'espoir, beaucoup de courage à mes concitoyens parce que je sais que ça n'est pas du tout facile. Cela dit, je vous suggère peut-être une attitude du président de la République. On reviendra certainement derrière pour commenter. Le chef de l'État a reçu, vous le savez donc, les vœux de Nouvel An. D'abord du corps diplomatique, mais ensuite des différents corps constitués nationaux. C'était au Palais de l'Unité. Suivez plutôt. La constitution d'un fonds de 100 milliards de dollars
en faveur des pays vulnérables pour compenser les pertes et dommages qu'ils subissent du fait du dérèglement climatique. La persistance des inégalités dans le commerce mondial constitue également l'un des sujets de préoccupation qui doit interpeller la communauté internationale. Les crises successives auxquelles sont confrontés les États ont mis en évidence l'interdépendance des économies et l'exigence de solidarité entre les nations. L'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale constitue à cet égard une avancée significative dans le renforcement du commerce interafricain. Elle pourrait à terme contribuer à accroître la part de l'Afrique dans le commerce international à travers une augmentation substantielle du volume des échanges avec ses partenaires étrangers. Le Cameroun se félicite de compter parmi les 7 premiers pays du continent qui expérimentent déjà l'exportation de certains produits dans le cadre des mécanismes prévus par l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Voilà donc le président de la République ce vendredi au Palais de l'Unité, je le disais. Le discours était en face du corps diplomatique, mais juste après, les différents corps constitués nationaux sont passés devant le président, lui présenter les vœux. Célestin Djamène, vous n'étiez pas au Palais? Non, parce que je n'ai pas été invité, mais c'est... Vous ne comptez pas pour la République? Non, écoutez, je suis un homme tout à fait serein, je ne passe pas ma vie à penser aux invitations. Je crois plutôt qu'en tant qu'homme politique, en tant que personne engagée, je dois penser plutôt à servir de quelque manière que ce soit mes concitoyens. Je ne suis pas dans le bling-bling, je ne suis pas dans le bluff, dans le bluffing. Je pense qu'il faut mettre de côté ce qui est les accoutrances qui relèvent des accoutrements secondaires, les invitations, les paillettes, les fêtes, etc. Et le travail que doit assurer un opposant, n'est-ce pas, dans l'espace politique. Je pense que mon travail, je le continue à travers mon parti, qui, comme vous le savez, aura bientôt 2 ans, à travers les actions que nous menons sur le terrain. Je pense que c'est ça le plus important. Et puis aussi être auprès des citoyens, auprès de mes concitoyens, dans les marchés, dans les stades. Vous savez que pendant la CAN 2021, j'étais dans les stades avec mes concitoyens, j'étais mêlé à eux pour comprendre, pour écouter leurs commentaires, ce qu'ils ressentaient de leur équipe nationale. C'est pas simplement des discours dans des bureaux, c'est aussi vivre ce que ressentent les concitoyens. C'est ça, faire de la politique. On ne fait pas de la politique d'Ipita ex nihilo. On fait de la politique parce qu'on est plongé dans l'ambiance générale, parce qu'on ressent au plus profond de son cœur et de sa chair ce que ressentent aussi ses concitoyens. C'est pour ça que moi je préfère parler d'une politique de terrain, que j'ai toujours été, que je continue d'être, que je continuerai d'être, plutôt que des hommes qui vont s'afficher, voilà, je suis invité au palais, je vais faire une lettre pour dire, ah tiens, j'ai été invité par le premier magistrat, mais je n'ai pas répondu. On n'est pas dans le bluff. La politique, ce n'est pas le bluff. La politique, c'est l'efficacité. Et l'efficacité... C'est mieux que celui qui a fait la lettre non, je veux fait pas, du bluff. Non, je ne veux pas personnaliser, parce que là, je crois que ce que nous perdons de vue dans ce pays, dans cette société, c'est penser que les personnes passent avant les actions. Moi, je suis pour la critique des actes politiques. Les personnes, chacun son caractère, chacun sa manière de voir les choses, de faire les choses. Je ne m'occupe pas des individualités. Je m'occupe de ce que posent comme acte les individus. Et c'est ça qui est intéressant pour les Camerounais. À savoir que tel homme politique, telle femme politique a posé tel acte. Qu'est-ce que nous en pensons? Est-ce qu'il faut encourager ce genre d'action, ce type d'acte, ou est-ce qu'il faut le vilipender? C'est de ça qu'il s'agit, parce que ça apporte effectivement aux citoyens de mieux comprendre l'action des hommes politiques. N'oubliez pas que depuis les années 90, l'attention politique, l'effervescence, l'enthousiasme politique chez nos concitoyens a beaucoup baissé. Et ça relève de quoi? Ça relève du manque d'intégrité, d'un déficit criard d'éthique chez les hommes politiques.
Et c'est pour ça que beaucoup se désistent de l'action politique. Ils ne veulent plus croire aux hommes politiques. Donc nous, on ne doit plus s'afficher dans des jeux mondains, dans le bling-bling politique. On doit être au service du peuple, au service du citoyen et de la citoyenne camerounaise. N'empêche, que dites-vous de ceux qui ont répondu présent à cette invitation et ceux qui ne l'ont pas fait? On peut être présent, c'est tout à fait républicain de répondre à une invitation, d'autant plus que ça vient non pas de l'individu Paul Biya, mais du président de la République. La République vous invite, n'est-ce pas, à une réception. S'il y a des traditions dans une République, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, je dis simplement qu'il ne faut pas en faire une affaire de propagande. Ce n'est pas une affaire de tribune, une affaire de populisme. On répond à une invitation parce que la République vous invite. Bien entendu, ce n'est pas une occasion de faire des publications sur Facebook. J'ai été invité, j'ai serré la main au chef de l'État. Et alors, c'est pas ce que mangent les Camerounais. Les Camerounais, et nous traversons cette année, comme je l'ai dit en début d'émission, extrêmement difficile sur le plan du pouvoir d'achat, sur le plan de la vie chère. C'est de ça que les Camerounais sont préoccupés aujourd'hui. C'est pas de savoir quel ministre a serré la main au président du Sénat, au président de l'Assemblée, au président de la République. Non. Ça n'apporte rien en termes de valeur ajoutée, mais je reconnais que la République a ses coutumes, a ses traditions. Il ne s'agit pas pour moi de sacrifier les traditions de la République à ce qui est pour moi l'essentiel. Si vous étiez invité, vous y serez parti? La République m'invite, j'y vais, parce qu'en vérité, ce n'est ni un affront, ni une question de complaisance. La République, dans la plupart des pays du monde, invite des opposants pour des réceptions officielles, connues et reconnues. Donc, sauf si on a un motif légitime à ne pas y aller. Bon, maintenant, après, chacun a ses prétextes, ses arguments, mais moi, je pense que quand c'est une fête, une réception qui s'inscrit dans une tradition républicaine, comme ça se passe au Sénégal, au Bénin, en France, aux États-Unis, où les personnes qui ne partagent pas forcément le bord politique du chef de l'État vont aux invitations républicaines. C'est ça que ça veut dire. C'est pas donner un chèque en blanc, c'est pas donner un quitus à l'action du gouvernement. Moi, je combats beaucoup d'actions de ce gouvernement parce que je pense qu'il faut déjà être aux côtés du peuple et qu'on ne peut pas faire d'amalgame. Je dis que l'invitation, c'est une chose. La République vous invite. Ce n'est pas une négociation politique. Là, c'est autre chose. Vous savez que dans ce pays, depuis les années de Brest, il y a eu beaucoup de négociations politiques entre les opposants. Beaucoup ont trahi. Et effectivement, le camp du pouvoir. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une réception traditionnelle au Palais des Toudis, de l'unité, je veux dire. Et donc, tous les citoyens, qu'ils soient d'un statut ou d'un autre, se doivent de répondre, sauf motif exceptionnel, à l'appel de la République. Je suis inscrit, et le mouvement APA que j'ai l'honneur de diriger, s'inscrit dans le respect des institutions, dans le respect des principes républicains. Et l'invitation au palais est un principe, est une coutume républicaine. Il n'y a ni de bien ni de mal à cela. On répond simplement aux traditions de la République. Alors, dans son discours à la nation le 31 décembre dernier, je vais le citer, le président dit « Comme vous avez pu le constater, notre pays, comme tant d'autres, a continué de faire face en 2022 à des chocs exogènes. » Le président, donc, selon lui, estime que la difficulté économique que le Cameroun traverse depuis pratiquement 2 à 3 ans, c'est d'abord la Covid, mais puis après derrière la crise entre la Russie et l'Ukraine. Vous partagez ce point d'ancrage, cet avis du chef de l'État? Je partage son intervention sur l'aspect qu'il a relevé, à savoir les interventions interétatiques au niveau régional et sous-régional. Car je pense que le commerce international n'a de valeur ni de viabilité que si les Africains déjà apprennent à constituer des marchés entre eux. Parce que quand le chef de l'État parle de libre-échange, il a tout à fait raison. Et il y a des conventions, qu'il s'agisse de la CEMAC ou de la CEDEAO, qui sont validées par les différents chefs d'État. Il y a des conventions qui facilitent la libre circulation des biens et des personnes. Malheureusement, dans certaines situations sous-régionales, je pense notamment à la CEMAC, ça n'est pas toujours respecté. Je pense notamment au comportement inadmissible et inacceptable de la Guinée équatoriale, qui n'a jamais appliqué les conventions qu'elle a signées. Sinon, le président a raison sur
sur le plan économique, sur la circulation des biens et des services. Je pense qu'on a un grand marché intérieur africain. La coopération, malheureusement, sud-sud, n'est pas aussi importante, si ce n'est ridiculement signifiante, par rapport aux échanges qu'il y a, hélas, entre les États du Nord et ceux du Sud. Or, le président, justement, met l'accent sur cet échange, sur le libre-échange dans les marchés intérieurs. Imaginez-vous qu'on a un voisin, le Nigeria, qui a plus de 200 millions d'habitants. C'est un marché qui est énorme. Imaginez-vous que, parce qu'il a parlé aussi dans son discours de l'import-substitution, c'est-à-dire qu'en fait, les produits, on doit abandonner tout ce qu'on importe et favoriser la fabrication des produits locaux, les encourager. Donc je pense qu'il faut passer de la parole aux actes et de permettre justement aux entrepreneurs camerounais, aux jeunes Camerounais qui sont très inventifs, très créatifs, le Cameroun ne manque pas de talent, de pouvoir les subventionner dans un premier temps afin que leurs produits soient écoulés pas seulement au Cameroun, également sur les marchés intérieurs africains. Je pense à l'Afrique de l'Ouest, je pense au Nigeria, au Soudan, etc., dont le président a mis l'accent sur ça. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais le bémol que je mets sur sa première phrase, quand il parlait, on va dire, des répercussions négatives de la guerre Ukraine-Russie, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que je considère que quand il cite le céréal, le gaz, le pétrole, c'est des produits que nous pouvons, effectivement, que nous avons d'ailleurs. Le pétrole, le Cameroun n'en manque pas. Le gaz, bien évidemment. Il suffit parfois d'aller dans certaines régions dans le nord ou à l'est pour effectivement voir que le Cameroun est dans une situation absolument paradisiaque en termes de minerais, n'est-ce pas ? Et je pense qu'effectivement, même en termes de céréales, le Cameroun peut produire, et beaucoup de scientifiques l'ont démontré, qu'on peut cultiver le céréal au Cameroun. Encore que nous, on peut développer la culture du mil et du sorgho et parfaitement satisfaire aux besoins des Camerounais. Est-ce qu'on a besoin de manger du pain aux céréales au Cameroun ? Nous avons la patate au Cameroun, on a le manioc. On peut en faire de la farine et puis faire du pain à moins de 100 francs. Pourquoi est-ce qu'on est obligé, n'est-ce pas, à consommer des céréales qui viendraient d'Ukraine ou de Russie ? Est-ce que les Français s'inquiètent de ne pas manger du coquille ou du macabo ? Est-ce qu'ils mangent du macabo, les Français ? Alors pourquoi nous sommes obligés de manger leurs céréales ? Le Cameroun, je le répète, est autosuffisant alimentaire. Maintenant, il y a un problème peut-être de gouvernance, je suis d'accord avec vous, mais sur le fond, nous ne manquons de rien sur le plan des potentialités. Mais comment est-ce qu'on gère les budgets ? Comment est-ce qu'on gère tout cela ? Nous avons des moyens. Donc il ne suffit pas de dire que la guerre Ukraine-Russie, non. Pour nous, en tant qu'Africains, en tant que Cameroun en particulier, tous les produits qui sont cités, qui auraient un impact économique négatif, moi je n'y adhère pas parce qu'on a tous ces éléments-là. On a les moyens effectivement de les produire en masse. Je prends l'exemple très simple, la Sonara. Sonara qui a été créé il y a plus de 42 ans, en 1981, qui avait été mis en place pour raffiner le pétrole lourd que le Cameroun possède en quantité. Or, il se trouve qu'avec, par la force des choses, et puis aussi par rapport à certaines considérations encore mystérieuses, nous importons du pétrole. Ce n'est pas normal. On importe, le président l'a cité, plus de 700 milliards de subventions pétrolières, rien que pour 2022. Imaginez-vous 700 milliards pour une seule année. Combien ça aurait fait au bout de 5 ans ? On aurait construit 4-5 Sonara. Et ça nous aurait évité de mettre les milliards à perte de vue pour importer du pétrole léger qu'on peut parfaitement raffiner ici. Donc, il y a des tas de considérations, effectivement, qui méritent d'être scrutées à la loupe, parce qu'en vérité, le Cameroun ne manque pas de potentiel, aussi bien sur le plan des ressources humaines que sur le plan des richesses naturelles. Nous avons créé récemment la Sonamine, qui avait pour but justement de casser le nez à la France et aux États occidentaux qui pensaient qu'ils pouvaient eux seuls transformer nos produits miniers. Or, la Sonamine, justement, avait pour ambition justement, de transformer, d'exploiter et de commercialiser nos produits miniers. Donc, ça veut tout dire. En ce sens, le président Biya apparaît comme un panafricaniste, mais seulement une fois qu'il a dit que font les gens autour de lui, que font ses exécutants pour mettre effectivement en musique ce qu'il a décidé. C'est ça le nœud du problème. Ce n'est pas que le président n'a pas de vision, mais maintenant, une fois qu'on a cette vision-là, comment on l'implémente ? Comment on l'implémente ? Vous faites partie de ceux qui jettent la responsabilité, comme on le dit de façon triviale, sous l'entourage ? Je pense que effectivement, on peut reprocher au président son manque peut-être de suivi
de la vision qu'il met en place. C'est-à-dire que quand on a pris les décisions, quand on a tracé une vision pour la nation pour une année donnée, il faut ensuite suivre l'exploitation de cette vision-là. Comment est-ce que cette vision est appliquée sur le terrain? C'est peut-être ça qui manque dans cette vision du président de la République. Mais je pense que quand on est Camerounais, qu'on vit au Cameroun, qu'on voit ce que ces fonctionnaires font des dizaines, des centaines de milliards de francs à leur disposition. À leur disposition. On ne peut quand même pas avoir une vision et empêcher ces ministres ou ces fonctionnaires de mettre en musique cette vision-là. Encore une fois, je ne suis pas le premier à le dire, député, parce qu'en 2013, dans son discours de fin d'année, il dit justement qu'est-ce qui nous manque. Pourquoi moins de 40% de BIP sont exécutés chaque année? Il ne comprend pas lui-même. Il dit qu'est-ce qui nous manque. On vote chaque année une loi de finances, il y a des budgets pour chaque domaine, mais les gens qui sont chargés effectivement, j'aurais pu me dire, j'aurais pu limoger les ministres défaillants, c'est vrai aussi, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tout est tracé? Une loi de finances qui est votée, un budget sectoriel qui est voté. Vous, dans l'analyse, vous dites c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a de mauvaises habitudes qui ont été acquises sur de longues années. Mais qui ne sont pas bien sanctionnées. Qui sont dans l'impunité, effectivement. Parce qu'en vérité, je pense que s'il y avait le principe de redevabilité sociale appliqué de manière systématique, je crois que la moitié des détourneurs, des prévaricateurs des biens publics ne le seraient pas aujourd'hui. Faut-il légiférer sur la question? Il faut légiférer. D'ailleurs, on a dit que l'article 66, malheureusement, il n'y a pas eu de décret d'application. C'est un article qui est fondamental. Et depuis au moins 20 ans, du moins une quinzaine d'années, on va dire, je plaide pour que cet article important soit décrété, soit appliqué. Parce qu'en vérité, il y a des gens qui rentrent dans la fonction publique. Il y a des gens qui rentrent en politique pour s'en mettre plein les poches. Or, s'engager, soit en tant que fonctionnaire, soit en tant qu'en politique, c'est pour servir. Servir les populations, parce que c'est le cœur de nos activités, servir le peuple. Mais effectivement, le fait qu'ils ne soient pas punis quand ils sont dans des dérives permanentes, quelque part, de manière inconsciente, les encourage. Donc je considère qu'il n'y a pas un suivi de la politique du président de la République qui est vraiment implémenté dans ce pays. Si ça avait été le cas, je vous assure que le Cameroun, ne serait-ce qu'au niveau du SMIC, serait déjà à au moins 100 000 francs. Malheureusement, aujourd'hui, on le voit encore, les gens sont encore à moins de 40 000 francs. N'empêche que Paul Biya estime que le Cameroun a quand même tenu bon face à cette pesanteur, à ce choc économique dû aux raisons qu'il a évoquées, on l'a dit, la Covid et puis la crise en Europe de l'Est. Le président estime que lorsqu'on observe l'inflation, elle a été raisonnable. Lorsqu'on regarde quand même la croissance, elle a légèrement progressé. Il parle de 3,6% à 3,8%. Néanmoins, on n'empêche que quand on regarde la vie ambiante, le panier de la ménagère n'a pas cessé d'en souffrir. Voilà, n'empêche que, belle phrase. On dit ce qu'on dit, mais n'empêche que sur le terrain, de manière pratique, on voit bien que la ration alimentaire, malgré les efforts que font les foyers, n'arrive pas à résorber le problème. Parce qu'en vérité, quand on dit que l'inflation passe de 3,6 à 3,8, je veux bien, parce qu'on se compare à d'autres chapeaux africains dans des pays comparables. Mais quels sont leurs SMIC, leur salaire minimum aussi? Parce que tout est question de pouvoir d'achat. Effectivement, je suis prêt à acheter, je ne sais pas moi, un kilo de maquereau à 3 000 francs. Si je gagne 300 000 francs par mois, ça ne va pas impacter tant que ça mon budget sur le mois, évidemment. Mais quand vous avez des gens qui sont entre 36 000 et 100 000 francs bruts, ils sont très nombreux, c'est la majorité des Camerounais, comment voulez-vous qu'ils puissent tenir le coup? Ce n'est pas possible. Ça ne sert à rien de nous sortir des chiffres définis par le FMI, définis par la Banque africaine de développement, etc., etc. Mais et sur le terrain, dans le cas du Cameroun, les gens n'ont pas le pouvoir d'achat suffisant pour faire face à cette hausse insensée de prix. Je vous ai dit tout à l'heure, parlant du timbre, nos enfants qui vont passer le BEPC, le probatoire, je ne sais pas, ils vont payer 1 500 francs de timbre, et c'est beaucoup de millions d'enfants qui vont passer ces examens-là, c'est beaucoup de milliards rapportés à l'État,
Mais en contrepartie, quels sont les investissements pour faciliter la vie quotidienne? Je prends l'exemple également de la vignette automobile. C'est autant d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Comprenez? En termes de la décentralisation, on voit très bien que sur le papier, les fameux 15% de dotation aux communes ne sont pas toujours implémentés. Les centimes additionnels ne sont pas toujours reversés comme il se doit. Je vous parle là en tant qu'ancien élu, où j'ai passé 6 ans à la commune d'arrondissement Douala-Premier, et donc je me suis rendu compte que pour bénéficier de ce que nous donne la loi, nous permet la loi, eh bien, il faut faire des pieds de main. Et encore que c'est au compte-gouttes. Donc, avec tout cela, on a beau sortir des chiffres, oui, c'est la résilience, je veux bien. Mais on ne peut pas oublier, mon cher député, les comportements spéculatifs. Il y a des gens dans ce pays qui vont spéculer. Alors même que les vivres en question, les éléments en question ne sont pas si rares que ça. Mais ils spéculent parce que c'est une mafia. Il faut sanctionner. Que fait le ministre du Commerce? On parle d'homologation des prix. Est-ce que justement on fait observer ces prix qu'il faut respecter absolument? Sur le marché, les agents du Mines-Commerce sont où? Est-ce qu'ils sévissent? Ou est-ce qu'ils se contentent de prendre des bakchiches, des macalapatis comme on dit au quartier, pour effectivement laisser prospérer cette gangrène? D'accord. Donc, moi je mets au cœur de cette plaidoirie la volonté politique. C'est une question de volonté politique. Parce que tant qu'il n'y a pas de volonté politique, eh bien, dans ce cas-là, toutes les mesures qui seront prises seront vouées à l'échec. Parce qu'on n'a pas envie de les appliquer tout simplement. D'accord. On va revenir tout à l'heure sur le discours du chef de l'État, notamment en évoquant les perspectives de l'année 2023 avec les grands projets miniers surtout qu'il annonçait lors de cette intervention-là. Mais avant, prenons cet autre reportage qui revient sur la construction du stade de Olembe à Yaoundé autour d'un scandale. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a saisi cette semaine le Premier ministre à travers son secrétaire général pour lui faire le point. Et ce sont des détails pas forcément gays pour les dépenses publiques. Suivez plutôt. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase face à 2 correspondances datant du 6 et 21 décembre 2022 dans lesquelles McGill annonce au ministère des Sports une résiliation unilatérale de leur contrat relatif à l'achèvement du stade d'Olembe. Narcisse Molekombi a saisi la primature pour tirer la sonnette d'alarme. À en croire le ministre, la collaboration entre McGill et le MINSEP a toujours été entachée par des querelles. Basse manœuvre, surfacturation, ralentissement et arrêt volontaire des travaux. Pire, le représentant du gouvernement accuse l'entreprise canadienne de tenter de spolier l'État. Constat. Après 2 ans de travaux et 42 milliards de francs CFA consommés, McGill n'a achevé aucune composante du complexe d'Olembe laissé par Pitini. Ces montants cumulés représentent 76% du budget total du projet complet évalué à 163 milliards de francs CFA. Pourtant, relève le ministre, en plus des 55 milliards de prêts garantis, McGill a requis environ 110 milliards pour l'exécution seulement de la phase 2 du stade, ce qui devrait porter le coût définitif du projet à 250 milliards de francs CFA. Autre grief relevé par le MINSEP, nonobstant les 42 milliards perçus, McGill aurait refusé de payer des sous-traitants et fournisseurs, d'où ces ennuis judiciaires actuels avec des entreprises locales et Razel. Narcisse Molekombi reproche en outre à McGill de n'avoir pas levé les 32 réserves relevées par la commission des recettes techniques pour rendre le stade principal opérationnel. Cependant, comment l'infrastructure a abrité des matchs durant la CAN sans être opérationnelle? Pourquoi, malgré les manquements constatés, le gouvernement a continué de mettre des fonds à disposition de McGill? Aussi, pourquoi avoir attendu une résiliation de McGill pour voir le MINSEP sortir de sa réserve? En outre, comment comprendre les multiples sorties médiatiques du ministre des Sports dans lesquelles il vantait pourtant le travail de McGill sur le terrain? D'autres ont félicité l'entreprise McGill qui s'est signalée par une continuité dans l'exercice de son mandat en tant qu'opérateur, en tant que repreneur de cette infrastructure. Nous avons un chronogramme qui sera tenu et nous ne pouvons que nous en réjouir. Autant de questions qui resteront certainement sans réponse. Entre-temps, Narcisse Molekombi prescrit la suspension de paiement des décomptes à McGill et la restitution immédiate par l'entreprise d'une partie de l'avance de démarrage de la phase 2 et celle du prêt relais de 4 milliards de francs CFA sous réserve d'une poursuite judiciaire pour atteinte à la fortune publique. L'entreprise mise en cause envisage en retour porter l'affaire en arbitrage international et sollicite de l'État du Cameroun le paiement immédiat de 10% de la valeur marché et de plusieurs compensations financières.
Face à cette bataille judiciaire, s'achemine-t-on vers un autre scandale financier de plus qui se greffe à la boulimie qui secoue les caisses de l'État depuis quelques années? Célestin Djabel, cette actualité vous surprend-elle? Ça ne me surprend pas malheureusement parce que c'est des questions, des problèmes qu'on aurait pu éviter depuis belle lurette. Je tiens quand même à rappeler à ceux qui nous regardent aujourd'hui que la pose de la première pierre d'Olimbé, du stade d'Olimbé, remonte à 2014. Donc on a raté la première opération qui était la CAN 2019. Bien sûr, on nous a parlé de glissement, on veut bien, mais il se trouve qu'aujourd'hui, après l'entreprise Piccini, effectivement, McGill jette l'éponge. Après avoir encaissé 42 milliards de nos francs, dont l'argent de nos impôts. Alors, ils ont pris la poule d'escampette. Maintenant qu'on engage une procédure arbitrale au niveau des instances internationales, je veux bien. Mais la question fondamentale que nous devrions nous poser, c'est de savoir comment en arrive-t-on à toujours être dépendant des constructeurs ou des exécuteurs extérieurs. Depuis nos indépendances, nous aurions pu quand même mettre en place des écoles d'ingénieurs capables de nous produire chaque année des Camerounais capables, effectivement, de tenir ce genre d'ouvrage. Pourquoi faut-il, même jusqu'au forage, même jusqu'au banc de fontaine, faire appel aux étrangers? Je n'arrive pas à comprendre comment voulez-vous que l'Afrique, parce que là c'est une question fondamentale, je ne rentrerai pas dans le contrat de Piccini, de McGill, combien ils ont reçu de l'État, pourquoi est-ce que les travaux ont été arrêtés, etc. etc. Pourquoi on n'a pas bien payé les sous-traitants. La question n'est pas là, c'est une question superficielle. La question fondamentale, quand on décrète un projet, un ouvrage comme ça, d'une telle ampleur, pourquoi ça n'est pas des Africains et pourquoi surtout ça n'est pas des Camerounais? Ne pourrions-nous pas construire des écoles suffisamment puissantes pour produire des polytechniciens, des ingénieurs camerounais? Et pourquoi ne pas donner, parce que tout à l'heure on parlait de relations sud-sud, régionaliser les affaires, le libre-échange entre les pays d'Afrique. Mais aujourd'hui on se rend bien compte que les entreprises africaines sont découragées, parce que les marchés qui les gagnent, ce n'est pas nous Africains, ce n'est pas les Camerounais encore moins, ce sont les étrangers, les Turcs, les Canadiens, les Italiens, etc. Ça n'est pas normal. Voilà le premier problème qu'il faut résoudre à la racine. Nous avons besoin de mettre sur pied d'excellentes écoles d'ingénieurs. Des écoles qui vont former, à propos justement, parce qu'on en a besoin, que de remplir les facs de littéraire, je ne sais pas de quelle matière de romancier. Il vaut mieux, effectivement, redéfinir nos besoins en termes de développement et de mettre en conséquence des écoles correspondantes pour produire des personnes dont on a besoin. Alors, je me rends compte que même pour le deuxième pont sur le Vouri, on a eu appel aux Chinois et ensuite aux Français qui ont ravi le marché. Non, c'est une question fondamentale. C'est une question panafricaine. Au même titre que, quand le président Biya met en place la Sonamine, c'est justement dans l'esprit de ne plus dépendre des autres. Évidemment, les Italiens de Piccini sont partis, ensuite les Canadiens, je crois, de McGill sont venus, ils ont mangé l'argent, ils sont partis. Ce que je dis pour McGill, là aussi pour AES, qui avait repris son aile à 54 milliards de francs CFA, qui l'a refourgué à Actis sans aucun investissement à 156 milliards. Plus de 100 milliards de bénéfices, sans aucune infrastructure. Ce qui est vrai pour AES, pour Actis, l'est également pour Bolloré. Donc, avant de poser des questions superficielles, posons-nous les questions. Quand on confie le travail à un Camerounais, d'abord, je suppose un sentiment patriotique. On veut réaliser un bel ouvrage pour son pays. Hein? Prenez le contrat de Piccini, le contrat d'Olimbé, il était prévu des piscines olympiques, prévu des hôtels à 70 chambres, il était prévu des gymnases, des salles de basket, des terrains de handball et tout ça. Il n'y a rien de tout cela. On s'est réjoui de la CAN, qui a été l'une des meilleures CAN d'Afrique de tous les temps, mais en vérité, dans nos relations, on va dire, économiques avec les autres, je crois qu'aujourd'hui, l'homme camerounais est mis à la touche. Il y a des entreprises camerounaises capables de ravir des marchés. Et il faut les encourager. Encourageons les jeunes ingénieurs camerounais, parce que si on confie le marché toujours aux Chinois, toujours aux Français, toujours aux Américains, toujours aux Canadiens, toujours aux Turcs, eh bien à la limite, on va dire, mais à quoi bon faire des études au Cameroun? Il vaut mieux qu'on s'exile, et puis effectivement qu'on gagne sa vie loin du Cameroun.
Donc ce n'est pas le message, moi en tant qu'homme politique, je peux véhiculer auprès de mes jeunes compatriotes. Non, c'est bien au contraire. L'État doit être volontariste. Il faut une volonté politique. Et quand je dis volonté, ce n'est pas simplement de prendre de manière théorique des mesures, c'est aussi de les faire suivre et de punir ceux qui sont à la dérive, qui ne respectent pas la vision qui a été implémentée, fixée par le chef de l'État. C'est ça le mal du Cameroun. L'impunité et vraiment, comment dirais-je, le dévergondage des fonds publics. Ce n'est pas qu'on n'est pas compétent. Les Camerounais, c'est reconnu, sont les meilleurs d'Afrique. Ils sont partout dans le monde, dans les grandes entreprises. Ils démontrent leur performance, leur qualité intrinsèque. Mais comment se fait-il que quand il s'agit du Cameroun, on va plutôt voir vers les autres, les étrangers, qui ne font pas mieux que nous, comprenez? Donc moi je dis qu'aujourd'hui, il faut déjà voir le mal à la racine. C'est pas parce que demain, après McGill, on aura affaire à quelqu'un d'autre, un Chinois peut-être, qui va recréer les mêmes problèmes. N'empêche qu'en attendant, il faut bien que les responsabilités soient établies. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, le président l'a relevé dans son discours, que cette année encore, il va mettre un accent sur la lutte contre les prévaricateurs de la fortune publique. Maintenant, ça dépend de la méthode, parce que quand on dit on va punir les prévaricateurs, on va punir comment? Il faut distinguer entre les crimes de mœurs et les crimes... Y a-t-il une meilleure méthode qu'une autre? Oui, il y a une meilleure méthode. Malheureusement, on l'a appliquée seulement sur un ancien ministre Ondondon, l'ancien président du FECOM, je crois. Directeur général, pardon. Directeur général, on a saisi ses biens pour les mettre aux enchères. Il faut généraliser. Pour les crimes économiques, il faut saisir les biens, soupçonnés ou pas. Et ensuite, la justice va décider. Moi, je pense que quand un ministre, quand un haut fonctionnaire de l'État est accusé de détournement de fonds publics, il faut d'abord, voir son train de vie, tracer son parcours bancaire, égrener le nombre de comptes qu'il peut avoir, et si la justice décide qu'il y a eu effectivement enrichissement illicite, eh bien, qu'on saisisse tout cela et qu'on le réinjecte dans le circuit économique. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, Vous estimez que jusqu'à présent, les méthodes, par exemple, mises en place par le TCS, ne satisfont pas non, attention, aux réserves que vous faites? Non, il ne faut pas mélanger. Un tribunal, c'est normal. Le rôle d'un tribunal, c'est de juger, d'enquêter et de juger, de condamner. Une fois que la condamnation est faite, maintenant, les personnes qui sont, comment dirais-je, auteurs de ces faits, doivent rendre gorge, pour moi d'abord, économiquement. Ça veut dire quoi? Qu'on les mette en Koningui, ça ne nous apporte rien. Alors, il y a combien de ministres en Koningui? Il y a même eu d'un premier ministre qui nous apporte quoi? Strictement rien. Donc, ces gens-là qui sont suspectés de détournement massif de biens, qui sont même condamnés, pas suspectés, condamnés, eh bien, qu'on saisisse leurs biens qui peuvent bénéficier, n'est-ce pas, à l'économie nationale. Ça ne sert absolument à rien de les mettre en prison. Ou alors, si on les met en prison, évidemment, il faut qu'ils aient au préalable rembourser ce qu'on leur demande. Regardez par exemple, dans le code de procédure pénale, le code pénal de 2016, il y a eu ce qu'on appelle la mesure transactionnelle. C'est-à-dire que si vous volez peut-être 50 millions, que vous en remboursez au minimum la moitié, eh bien, il y a des chances que vous n'ayez pas en prison. Donc, il faut systématiser cela, et même aller encore plus loin, il faut saisir l'intégralité des biens impactés par ces prévarications. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que propose le mouvement à part. Un assainissement des mœurs au niveau des gestionnaires de fonds publics. Parce que si on laisse prospérer le règne de l'impunité, eh bien, c'est un cancer permanent qu'on entretient dans la société. Donc il faut prendre des mesures, je suis d'accord, mais de bonnes mesures. Et la bonne mesure en matière de prévarication, c'est de saisir les biens concernés et de les mettre aux enchères pour réinjecter l'argent récolté dans le circuit économique, c'est tout. Parce qu'on parle de croissance, on a un taux de croissance qui oscille qui n'atteint même pas 3,5, mais pourquoi il n'y a pas de croissance? Encore faut-il que quand il y a croissance, il faut les réinjecter dans la population. Maintenant, pour qu'il y ait croissance, il faut agir pas seulement sur les salaires, c'est important parce que les salaires impliquent le pouvoir d'achat des Camerounais, mais aussi sur le train de vie de l'État. On en a parlé 1000 fois à STV. Vous avez alerté la population, les responsables du PITA, mais ils font la sourde oreille. Parce que je considère que le train de vie de l'État, comprenez un vol Douala-Paris à plus de 5 millions, mais pour un seul ministre, ça ne va pas du tout. Hein? On peut faire des économies massives
dans le train de vie de l'État. Et ces bénéfices-là, on pourrait effectivement les mettre au profit des jeunes entrepreneurs, créer des zones franches où les jeunes qui entreprennent ne payent pas d'impôts pendant 2, 3, 4 ans, pourquoi pas. Et maintenant, quand ils ont atteint un niveau de matelas financier, qu'ils commencent à ce moment à payer des impôts. Mais au lieu de ça, on continue à faire comme avant, et c'est-à-dire que voilà, les gens volent, détournent, et on ne fait strictement rien. Je ne suis pas d'accord. Je considère qu'il faut pas seulement se contenter de prendre des mesures pour faire plaisir au FMI, il faut les appliquer. C'est comme ça qu'on a fait au Ghana. Le Ghana était un pays du quart-monde avant qu'on arrive Jerry Rawlings, c'est pas pour comparer les chefs d'État, mais il faut parfois être impitoyable quand il faut relancer l'économie camerounaise et redresser l'image du pays. Alors certains estiment par exemple que ce courrier qui se retrouve comme ça sur la place publique participe de ces guéguerres entre les différents pôles du pouvoir. Donc vous avez cette lecture des chroniqueurs politiques? Les courriers, quel courrier? Il y a eu ce courrier par exemple du ministre des Sports envoyé au secrétaire général de la présidence qui se retrouve néanmoins sur la place publique dans les réseaux sociaux. Écoutez, vous êtes sans ignorer qu'il y a une espèce de fuite organisée. C'est aussi une manière déguisée de communiquer pour la part des ministres qui créent une suspicion légitime. Ils prennent de l'avant, ils anticipent pour dire que non, on n'y est pour rien. Voici d'ailleurs, effectivement, même si le courrier est cacheté confidentiel, mais pas les techniques que vous connaissez, que nous connaissons tous au Cameroun, effectivement, ils vont faire fuiter la lettre confidentielle pour que les Camerounais soient pris à témoin. Mais ça ne change rien dans le fond. Je veux dire que l'État, il y a une Cour des comptes au Cameroun. Il y a une Cour des comptes, il y a un TCS, il y a la CONAC, il y a la NIF, il y a le CONSUPÉ, il y a plein d'officines ministérielles, publiques, capables d'enquêter sur la gestion. Plutôt la Chambre des comptes. La Chambre des comptes, pardon, autant pour moi. Donc à partir de là, quand on rémunère des gens, des hauts fonctionnaires, pour être au service de l'État, il faut bien qu'on ait un minimum de contrôle sur leurs actions. Alors là, ils sont payés, je suis désolé de le dire, à ne rien foutre. Je regrette. Je prends un exemple très simple. Au niveau de la CONAC, quelle que soit la qualité des hommes qui se trouvent, il faut savoir que la CONAC n'a pas le pouvoir de poursuite. La CONAC peut éventuellement, selon les textes de la CONAC, évaluer les faits de corruption. Mais ils n'ont pas le droit de poursuivre les personnes qu'ils suspectent, ce qui n'est pas normal. Il faut envoyer des demandes au ministère de la Justice, au garde des Sceaux, afin qu'il juge de l'opportunité de poursuivre un individu prévaricateur, le cas échéant. Encore que lui-même est tenu d'en informer le président de la République. Moi, je pense que quand on crée une organisation, un organisme public, on lui donne les pouvoirs conséquents pour pouvoir faire un bon travail. La CONAC devrait avoir un pouvoir, pas seulement d'évaluation des faits de corruption, mais également un pouvoir de poursuite judiciaire, au niveau du TCS par exemple, ce qui n'est pas le cas. Donc ça veut dire que c'est la tête chercheuse. Si effectivement le détourneur, le prévaricateur est mon beau-frère, est mon neveu, mon cousin, j'aurais tendance à lever le pied, mettre la pédale douce. Si par exemple c'est un inconnu pour moi, eh bien je frapperai très fort. Et ce n'est pas normal. Il faut donc réformer certains textes fondamentaux pour permettre à ce qu'il y ait une lutte efficace contre la corruption. Ça fait au moins 30 ans que le président Biya le dit, mais 30 ans, les gens en font à leur tête. Et moi je dis que franchement, ça ne sert à rien de nous enfumer des mesures, des organisations complètement pompeuses. Les gens ont des 2 millions de francs de salaire mensuel, encore je suis modeste, alors que sur le terrain, il n'y a pas de véritable lutte contre la corruption. Alors ça profite à qui? Prenons cette autre pause pour aller cette fois-ci du côté de l'Est. Je l'ai dit à l'entrée de l'émission, le ministre de la Défense, le ministre délégué à la présidence en charge de la Défense, Joseph Biti Assomo, ses collaborateurs, les secrétaires d'État, notamment à la gendarmerie et puis aux anciens combattants, plus l'état-major de l'armée camerounaise sont allés à l'Est Cameroun, communier là-bas avec les troupes qui, au quotidien, évidemment, veillent sur la sécurité des Camerounais. Suivez plutôt. C'est la concrétisation d'une tradition perpétuée et qui renforce chaque année le lien entre le haut commandement et le personnel militaire. Pour cette année, c'est à Garoua Boulaye que le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a marqué son premier arrêt durant son séjour dans la région de l'Est. Objectif, galvaniser les soldats sur place qui veillent jour et nuit sur la sécurité de cette région secouée par la crise de sécurité en République centrafricaine. Pour ce travail, c'est en communion qu'ils ont écouté les encouragements du chef des forces armées lors de son discours à la nation le 31 décembre. Pour l'occasion, la première région militaire interarmée a abrité la quasi-totalité des responsables militaires, administratifs et religieux de la région qui sont entrés dans la nouvelle année en son, fanfare, toast de nouvel an au bouquet.
C'est dans cette ambiance joviale que le ministre Joseph Betty Assomo a présidé la cérémonie de remise des épaulettes au personnel militaire promu à la place des fêtes de Garoua Boulaye. Nous sommes le 1er janvier 2023. À l'honneur des officiers supérieurs, des sous-officiers et militaires de rang issus de différents corps de l'armée camerounaise qui reçoivent la reconnaissance de la nation, fruit de plusieurs années de travail. C'est un long parcours et tout est parti depuis 1995 que je suis entré dans l'armée et je remercie le haut commandement. Je promets d'être plus engagé parce que c'est une autre responsabilité qui vient laisser ajouter. Même ambiance quelques heures plus tard à la place des fêtes de Berthois. Une centaine de militaires sont promus au grade supérieur, signe d'un nouveau challenge pour leur carrière. Le haut commandement a eu fait confiance à moi et ils ont voulu bien que je porte ce galon de lieutenant aujourd'hui, ce jour, le 1er janvier. Donc je suis très content et je promets de travailler plus que ce que je faisais avant. Je voudrais d'une manière ou d'une autre dédier ces épaulettes, surtout à nos camarades qui nous ont dévancés au séjour de mort, qui sont au champ de bataille, et surtout aussi dédier ces mêmes attributs aussi à ma famille. La cérémonie a connu la présence des autorités et élites distinguées qui œuvrent aussi au quotidien pour la sécurisation de la région et le renforcement du lien Armée-Nation. Armée-Nation, on en profite peut-être de cette actualité-là, Célestin N'Djamène, pour rappeler dans son discours que le chef de l'État a parlé de des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour se satisfaire de la collaboration des États-Unis qui de plus en plus coopèrent dans les questions judiciaires pour interpeller ceux qui, pour le Cameroun, sont comme les financiers de la crise armée qui s'y déroule. Vous y voyez également un point d'ancrage positif? Oui, surtout que le discours du président sur ce point précis est un discours qu'il faut saluer. D'accord. Parce qu'en vérité, vous savez que si la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest perdure, du moins à ce jour, c'est entre autres, il y a d'autres raisons bien entendu, mais si elle perdure, c'est bien parce qu'aussi il y a des financiers derrière, il y a des sponsors. Et parmi ces sponsors, vous le savez, il y a beaucoup de nos compatriotes d'expression anglaise qui sont basés aux États-Unis et partout, qui sont à l'origine de cela. Parce que la guerre, vous imaginez bien, un conflit militaire nécessite beaucoup de moyens. Aujourd'hui, ils ne sont plus aux arbalètes ou aux flèches, ni aux petits kalachnikovs, ils sont passés quasiment à l'arme lourde dans le nozo. Et l'arme lourde, ça coûte beaucoup d'argent. Alors cet argent est financé et produit par des personnes qu'on n'était pas. Donc on apprécie la coopération judiciaire avec les États-Unis, comme d'ailleurs on a d'autres coopérations avec d'autres pays dans le monde. Je crois qu'il est important, le monde est devenu un marché global, un monde complètement fusionnel, au point qu'on ne peut plus négliger qu'il s'agisse de coopération économique, de coopération judiciaire, on ne peut pas négliger. Parce que souvent, les malfrats, les bandits de grand chemin, parfois se mobilisent quand ils sont poursuivis sur un territoire, ils sont dans un autre. Donc s'il n'y a pas, même Interpol ne suffit plus. Il faut des coopérations vraiment généralisées sur le plan global. Donc ça veut dire qu'il faut voir d'un bon oeil cette coopération qu'a relevé le président de la République avec les États-Unis. Ça veut donc dire qu'il faut continuer à coopérer dans ce sens-là. Ce qui est vrai pour les sécessionnistes financiers des États-Unis qui sont basés là-bas, beaucoup ont été interpellés par la justice américaine. Et il faut aussi voir ce qui est vrai pour les États-Unis, il est vrai également pour le Sahel, parce que vous avez vu, s'il n'y a pas une coopération du G5 Sahel, il y aurait beaucoup de mal à interpeller les djihadistes qui se promènent un peu partout. Parce qu'ils se coordonnent. Il y a une communication qui est globalisée. Donc il faut les moyens à la mesure, effectivement, de ces stratagèmes, de ces bandits de grand chemin, de ces terroristes-là. Je crois donc qu'il a bien fait de le faire. Et on a la chance aujourd'hui, et je le dis parce que je le pense vraiment, on a un bon ministre de la Défense. Depuis que M. Betty Assomo est là, je crois qu'il fait preuve de beaucoup d'esprit et de sacrifice. Il fait preuve de beaucoup de pugnacité et de discrétion. Les faits militaires ont besoin de discrétion. Je crois donc que si on continue dans ce sens-là, eh bien, pour moi, la guerre de Nozo ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, certains oiseaux de mauvais augure qui pensent qu'on a déjà perdu le Nozo. C'est du n'importe quoi. On ne perdra jamais le Nozo.
il y a quelques agitateurs, quelques sécessionnistes devenus avec le temps des bandits de grand chemin qui estorquent les fonds et qui sont versés. Vous étiez au Nosso ces dernières semaines. Mais écoutez, ce qui est sûr, c'est que nous avons une 5e région militaire qui a été créée spécialement dans le Nozo, avec le nouveau général que vous connaissez et qui exprime en vérité le besoin de l'État du Cameroun à mettre fin à ces manifestations de petits agitateurs du Nozo. Donc aujourd'hui, il faut simplement y ajouter, bien sûr, l'apport de la population. J'ai toujours demandé à ce qu'il y ait une commission qui puisse plancher sur la coopération, la mise en place des comités de vigilance. Parce qu'en vérité, si l'armée républicaine, c'est vrai, il en faut, mais il faut qu'elle soit populaire, qu'elle soit ancrée dans le peuple. Qui mieux que la population connaît ces bandits, ces terroristes qui ont tué plus d'anglophones que de francophones d'ailleurs. Les populations qu'ils prétendent libérer, entre guillemets, sont victimes tous les jours de ces terroristes. Donc moi, je n'ai jamais mâché mes mots à ce point-là. D'accord. La solution dans le Nozo, il y a eu effectivement, Sophie Le Moyan, des négociations, des tentatives de table ronde, Cardinal Toumi, le grand dialogue. Mais si malgré ça, certaines personnes sont décidées à foutre le bordel, eh bien je suis désolé d'exprimer une expression aussi triviale, il faut les mettre hors d'état de nuire. Parce qu'ils tuent nos enfants, ils tuent nos épouses, et ils tuent nos frères et sœurs là-bas. Le général Bouba Dobekreyo, qui est le commandant de la 5e région militaire, sous lequel les troupes déployées exercent. Cela dit, un autre élément que le chef de l'État a longuement évoqué et qui certainement marque les esprits au Cameroun, sont ces informations, pas souvent, du moins, ces faits, ces sujets, pas souvent confirmés comme étant des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Le président l'a dû les condamner et d'ailleurs a rappelé que la loi également le condamne. Vous y voyez simplement des jeux entre acteurs politiques ou alors une véritable gangrène contre la paix au Cameroun. Vous faites allusion aux informations en caractère confidentiel? Non, non, pas forcément. C'est diatribes entre acteurs politiques, sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et tout cela, et même également ces éléments confidentiels que l'on retrouve sur la toile, oui, tous ces sujets. Bien sûr, je pense que la politique a beaucoup de noblesse. Il ne faut pas, comment dirais-je, dévergonder la vie politique à travers des comportements oisifs, ou en tout cas des comportements qui laissent à désirer. Moi, je considère que la politique, pour moi, c'est la plus haute expression de la charité humaine. Ça veut dire que quand on s'engage vis-à-vis d'un peuple, c'est vraiment pour le servir, parce que je pense que la politique est la seule profession, parce que les gens pensent que la politique n'est pas un métier. C'est un métier. Parce que les petits amateurs en politique qui viennent d'arriver, certains étaient des enseignants à l'époque, on croit que la politique, c'est une improvisation. Non, la politique, ce n'est pas une improvisation. Il faut maîtriser les dossiers. Il faut être un professionnel de la politique. Parce qu'il y va de l'enjeu des intérêts nationaux. Exact. La politique est un métier, et un métier à part entière. Parce que si c'est une distraction, si c'est un divertissement, alors là, il vaut mieux aller vendre les ordinateurs. Moi, je considère qu'aujourd'hui, les hommes politiques peuvent se critiquer. C'est le monde par excellence de débat d'idées. Je peux dire que je ne suis pas d'accord avec les propos de M. Dipita Tongo, parce que le point qu'il a soulevé n'est pas d'une urgence spectaculaire. Ça s'arrête là. Mais quand les guéguerres, pour son strapontin personnel, sont déversés sur les réseaux sociaux, alors là, ça impacte sur l'éthique de la politique. Or, le problème dans notre pays, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on reproche aux hommes politiques, aux femmes politiques? C'est parce que, justement, les hommes et les femmes politiques s'illustrent davantage par un déficit, effectivement, de l'intégrité et un déficit de l'éthique politique. Pour que les jeunes puissent adhérer à la politique, et éventuellement puissent adhérer à des partis politiques,
Je suis président d'un parti politique. Et il faut qu'ils aient une bonne lecture, pas seulement une bonne lecture, mais une idée positive de la politique. Qu'est-ce que ça nous renvoie? Des guéguerres à travers les courriers sur Internet, des fuites confidentielles, des lettres dites confidentielles. Certains disent les lettres sensibles, mais qu'on réussit quand même à envoyer à certains journaux. Vous voyez, nous sommes dans une espèce d'embrouillamini qui n'a pas de sens. Donc il faut revenir au canon de la politique. La politique, c'est servir. La politique, c'est un métier. Dans les grands pays du monde, les hommes politiques ne font que ça. Ils ont l'obligation de ne faire que la politique. Si vous voulez vendre des ordinateurs, allez vendre des ordinateurs. Si vous voulez être Bayam Salam, allez être Bayam Salam. Mais la politique, c'est quelque chose de très sensible, de très important pour la population. On vous a confié un mandat. Donc, on veut que vous gériez ce mandat à 100%. Imaginez-vous un député ou un maire qui fait autre chose que la politique. Ça veut dire qu'il y a conflit d'intérêts. Il doit être consacré à ses administrés. Il doit être obsédé par l'amélioration des conditions de vie de ses populations. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce côté paillette, ce côté secondaire, mais néanmoins nocif de la politique, n'honore pas la politique et nous freine pour l'émergence. Parce que quand nous parlons d'émergence, c'est aussi l'émergence des comportements. Si dans un pays, vous avez des acteurs politiques qui n'ont pas compris qu'il faut d'abord être exemplaire, eh bien, vous êtes en train d'enfoncer, n'est-ce pas, l'idée que les jeunes, notamment, se font de la politique. Parlant justement des réseaux sociaux, je voudrais vous faire voir une image avec la maestra de Adonis Yamen. On va certainement découvrir cette image. Vous la voyez, Célestin? Vous voyez qui est sur l'image? Ben oui, je vois bien cette image. Mais mes détracteurs, je ne sais pas si on peut les appeler ainsi, ont cru porter de l'opprobre sur mon image. Comment cela? Mais je leur remercie parce qu'en vérité, ils pensent que en étant avec dans les quartiers populaires, là c'est nous Daïdo. Daïdo en général, c'est mon quartier naissance. J'en suis fier. Je remercie ces petits influenceurs, à la solde de certains ministres au Cameroun, qui ont cru devoir me faire du mal, mais qui m'ont fait beaucoup de bien. Ça démontre à ceux qui l'ignoraient que Célestin Diamène est un homme du peuple. Comment ça? J'aime les populations. Ben oui. Juste devant un plateau de... Je connais le prix de l'avocat. Que faisiez-vous là? Je fais mes achats. D'accord. Et depuis des années, j'étais à Canberra, en Australie, en 98. J'étais en Italie, en Belgique et en France. Je vais toujours sur les marchés. Toujours sur les marchés. J'étais avec l'ancien Premier ministre, M. Manuel Valls, en campagne. Je l'aidais un peu parce que c'était mon ami. On allait dans des caves à vin, on allait dans les magasins de vin, dans les magasins de fruits, dans les marchés de fruits, faire les emplettes. C'est comme ça que je fonctionne. Moi, je ne peux pas parler du prix d'un avocat, d'une baguette de pain, d'une pâte dentifrice, sans moi-même aller à ces endroits-là. Comment voulez-vous être crédible? Si vous interrogez aujourd'hui, je vous assure, depuis Datongo, la plupart des hommes politiques... Vous pensez à qui? Ils sont nombreux, ils sont tellement nombreux. Je ne vais pas les citer parce que le débat n'est pas à ce niveau. Ils ne pourront pas vous dire combien coûte un pain de 500 grammes, une baguette de pain. Pour beaucoup, ils ne le savent même pas. Alors comment peuvent-ils décider, légiférer sur des textes, sur les produits que nous consommons tous les jours, sur nos comportements? C'est Saint-Germain, combien coûte le pain de 500 grammes? Mais ça coûte 250 francs. Par exemple, et la baguette, naturellement, est passée à 150 francs, mais je pense qu'on peut faire des pains à moins de 70 francs, avec la farine de manioc et de blé et de patates. C'est une parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on reproche aux hommes politiques d'être déconnectés des populations, d'être dans leur bureau anesthésiés, tout cela. C'est vrai. Quand on veut servir les gens, il faut aller vers les gens. Savoir que quand une ménagère crie que le poisson, le kilo de maquereau est passé à 1800 francs, comment le vérifier? Et comment comprendre leur douleur? Comment, quand on dit qu'en saison sèche, le citron coûte pratiquement 100 francs, le petit citron vert, et parfois même 125 francs, comment le comprendre si ce n'est que vous-même vous descendiez sur le terrain? Et quand vous serez aux responsabilités, vous pourrez prendre des mesures adéquates. Je ne suis pas pour certains hommes politiques qui passent leur temps, effectivement, à spéculer sur la noblesse de la politique, alors qu'ils ne savent rien de ce que vivent les populations dans les quartiers. Donc, merci
à cet individu qui est basé sûrement à l'étranger, qui a cru devoir clipper des gens à 400 francs dans les quartiers pour me surveiller, hein, ils peuvent continuer à faire des fautes. Moi, j'en suis ravi. Je suis un homme du peuple, j'aime toucher du doigt la réalité de mon quartier et d'autres quartiers du Cameroun ailleurs, et donc je pense que mes compatriotes le pensent aussi ainsi, vous comprenez. Donc c'est une très belle image que j'apprécie énormément, et merci quand même à celui qui va publier cette belle image. Alors, dans les perspectives de 2023, comment voyez-vous la politique au Cameroun? Vous, les acteurs notamment des partis politiques de l'opposition. Il y a une élection, c'est vrai, elle n'est pas forcément une élection de grande amplitude, mais nous sommes 2 ans avant l'élection présidentielle. C'est certainement les prémices des grands positionnements, sachant que 2024 sera certainement l'année de campagne pour aboutir à 2025, l'année électorale. Cette année 2023 sur le plan politique, je pense qu'effectivement, les sénatoriales vont avoir lieu. Bon, il ne faut pas faire d'amalgame parce que c'est une nature de suffrage qui est différente. Parce que nous avons droit aujourd'hui et cette année aux élections indirectes. Absolument. Il y a un collège spécial qui va voter pour les sénateurs qu'on a vu, de même manière que les grands conseillers de la région. Mais ce n'est pas une raison de ne pas s'y mêler. Même si beaucoup de mouvements n'ont pas de conseils municipaux, ce qui est le cas pour APA, mais pour des raisons qui sont tout à fait naturelles, parce qu'en vérité, on est très jeune comme parti politique et on n'a pas encore affronté d'échéances électorales, mais il faut déjà s'y intéresser, parce qu'en vérité, ça donne un petit peu je ne dirais pas un indicateur, mais un frémissement de ce qui pourrait être, n'est-ce pas, les tendances en 2025. Parce que le mouvement APA est déjà en campagne. Ah bon? Oui. Pour 2027? Parce que c'est le rôle d'un parti politique. Bon, évidemment, il y a la campagne officielle, la campagne que doit mener un parti politique tous les jours. Hein, le RDPC, vous le savez, ils sont en campagne tous les jours, ils ont tout à fait raison, parce que le rôle aussi d'un parti politique, c'est d'être dans les populations, dans les quartiers tous les jours, pour faire comprendre le but de leur programme, de leur projet de société. C'est ce que fait APA. On a un projet sur la santé publique, sur l'armée populaire et républicaine, sur l'éducation nationale et sur la couverture maladie. Tout cela, on l'a en détail dans des tracts, dans un livret qui fait environ une 50aine de pages, et on explique aux Camerounais pourquoi APA veut un comportement différent en politique, en proposant aux Camerounais, n'est-ce pas, l'alternative, parce qu'on parle beaucoup de l'alternance, mais en vérité, s'il n'y a pas d'offre derrière, ça ne sert strictement à rien. Donc je pense que en attendant 2025, il faut déjà être très vigilant par rapport à ce qui va se passer maintenant, et puis 2024, c'est même déjà trop tard, pour expliquer aux Camerounais pourquoi on serait mieux que les autres, qui sont là depuis 40 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Or, je vois des centaines de partis d'opposition inscrits au MINAT qui sont inscrits pour rien du tout. Moi, je dis c'est une tromperie. Un parti politique, qu'ils aient les moyens colossaux ou pas, doit être sur le terrain. Parce que c'est dans l'ADN d'un parti politique d'aller vers les gens. C'est le travail que vous faites en ce moment. Que je fais en ce moment dans le Mungo, vous avez vu à Ebolova, nous étions à Ebolova, on était dans le Mungo en Banga, et nous serons bientôt en Barimaquin et en Melon, ainsi qu'en Konsamba 1er, en Konsamba 2, pour montrer aux Camerounais ce que nous voulons. Vous avez combien de militants en ce moment déjà, votre parti? Oh ben écoutez, je pense que notre parti croît tous les jours. Évidemment, les chiffres sont mouvants parce qu'en vérité, le nombre est totalement progressif. Mais je pense qu'on doit être à au moins 3000 militants aujourd'hui. On n'a qu'un an et demi comment dirais-je, d'existence. Vous savez très bien que le recrutement aujourd'hui des mouvements politiques est terriblement difficile. Encore que, à part, n'a pas encore lancé de campagne de recrutement. C'est les gens qui viennent spontanément. Ils viennent spontanément. Vous débauchez ailleurs? Écoutez, les Camerounais qui veulent venir chez APA parce qu'ils pensent que notre programme politique est... Vous débauchez où? Non, on n'est pas dans le débauchage. Ce n'est pas notre action de débaucher qui que ce soit. Nous présentons aux Camerounais déçus ou mécontents du mouvement où ils sont. On dit, APA, vous ouvrez les portes. Et de quoi s'agit-il? On vous offre le statut de APA. On vous offre le manifeste de APA. Prenez-y connaissance et revenez quand vous voulez. Les portes sont en permanence ouvertes. Vous avez dit du mouvement où ils sont, c'est un lapsus ou c'est une orientation? Non, oui, ce sont des mouvements politiques, j'imagine. D'accord. S'ils veulent s'auto-débaucher, ça veut dire, mais nous ne débauchons personne. Comprenez. Alors, vous croyez je veux dire, il y a une forme de tendance qui pense que, notamment pour les élections de 2025, l'opposition gagnerait à se mettre ensemble.
cheminer en bloc, qui c'est peut-être pour peser face à un système qu'ils estiment pas forcément objectif, pas forcément égalitaire pour tous les partis politiques. Vous êtes dans cette lignée-là. Il faut dire que ce questionnement soulève plusieurs réponses. D'accord. La première, c'est qu'en vérité, je pense que l'union fait la force. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. C'est clair qu'il vaut mieux rassembler les forces que de les voir disperser. Ça, c'est un premier point. Et face à un mastodonte comme le RDPC, il est évident qu'on ne peut pas renverser un baobab avec une seule main. Il faut donc rassembler les forces. Maintenant, est-ce que le vrai débat est dans l'union de l'opposition? On l'a vu par le passé. Il y a eu d'autres unions en 92. Évidemment, celle de 92 est plus appréciable parce que quasiment tout le monde, sauf peut-être Jean-Jacques Ekindi, sauf peut-être lui qui a refusé de se joindre à l'époque à Nigel Froundi. Et ça a donné des résultats assez positifs puisque le SIF est entré au Parlement avec au moins 43 députés. Je crois que le président du SIF, le candidat du SIF à l'époque, a frôlé de peu l'élection à la magistrature suprême. En dehors du cas spécifique de 92, toutes les unions sacrées ont fait flop. Ça fait flop. Parce que, encore une fois, je parle de l'intégrité des hommes politiques. Quand on a décidé de se désister, de se sacrifier pour la personne que l'Assemblée a choisie, il faut le respecter. En 1997, il y a eu une tentative, n'est-ce pas, d'union de l'opposition qui a fait flop parce que le président du SIF a cru devoir claquer la porte à la dernière seconde. On a vu de mes craintes, il y a eu un rassemblement des forces de l'opposition entre M. Ekindi, Amenim Biele, M. Nigel Froundi, M. Adamou Damjoya. À la dernière seconde, après un mémorandum qui a été paraphé par tout le monde, il y a un des candidats qui a décidé de se faire investir par son propre parti. Donc à chaque fois, on revient à l'esprit des hommes. L'esprit cacophonique, l'esprit rétrograde et l'esprit égocentrique qui fait en sorte que l'opposition version Cameroun ne fonctionne pas. Et deuxièmement, je pense que le problème, ce n'est pas l'opposition en tant que telle, parce que qui est opposant, qui ne l'est pas? Il y a des partis qui ne sont pas au gouvernement, mais qui soutiennent l'action du gouvernement. Alors, sont-ils les opposants ou pas? Alors, quand on dit l'opposition, c'est qui? Ce n'est pas un parti politique. Est-ce l'ensemble de ceux qui ne sont pas au gouvernement? Ou est-ce l'ensemble de ceux qui combattent la politique du gouvernement? Il faut déjà définir le concept opposition. Moi, je considère que les Camerounais feront confiance au parti qui leur fera la meilleure offre. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que même s'il y a un seul opposant unique pour l'élection présidentielle ou pour les législatives municipales, eh bien, quand on voit les scores habituels du président sortant, même s'il y avait un seul candidat à l'opposition, l'écart est tellement énorme entre le premier et le second. Donc, ça ne signifie rien, l'opposition au Cameroun. L'opposition, c'est dans la manière, dans l'alternative, dans ce que nous proposons aux Camerounais. C'est ça, l'opposition. Hein? Il y a des opposants qui vont faire des messes de minuit, qui parlent en pleine journée, voilà, leur désir de dégager le pouvoir, je ne vous trahirai pas, et puis que la nuit ou le jour, peu importe d'ailleurs, ils vont faire d'autres compromissions. Faut-il une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux? Il y a plusieurs photos d'ailleurs, il y a en particulier celle à laquelle vous faites allusion. Laquelle? Mais celle où on a trouvé un président de parti à Etoudi, au prétexte qu'il allait déposer un courrier. Bon, en tout cas, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre que l'union de l'opposition n'est pas la garantie du succès de l'opposition. Il faut des acteurs sérieux. Des acteurs qui ont à cœur de démontrer en quoi, effectivement, ils sont meilleurs que ceux qui sont au pouvoir. Ce n'est pas en gesticulant sur son fauteuil, changement, que le changement viendra. Non. Il ne faut pas sautiller comme un cabri. Il faut simplement comprendre qu'on a besoin de convaincre les populations qui seront eux-mêmes entre-temps vos propres ambassadeurs pour porter votre parole. Est-ce qu'on fait ce travail? Combien de partis politiques forment les militants? Combien de partis politiques? À part a mis en place un département formation et éducation politique qui agit dans ce sens-là. J'ai fait moi-même plusieurs fois à Yaoundé
des déplacements pour former un militant à la communication politique. Parce que c'est utile d'abord de communiquer. Si on ne sait pas communiquer, on ne peut pas former, on ne peut pas passer le message. Pour passer un message, il faut savoir de quoi on parle sur le plan économique, le plan industriel, le plan de l'énergie, le plan de la proposition en matière de santé publique, sur le plan de la justice, le plan de la couverture maladie. Il faut avoir une formation. Et comment faire passer le message? C'est ce que je fais. Alors, si les populations ne sont pas avec vous, vous aurez beau prétendre qu'il faut le changement, ben les gens vont penser que vous voulez juste le remplacement. Et c'est ça toute la différence. L'autre sujet également qui a semblé, ou du moins qui donne lecture à des préjugés, ce sont ces sorties du fils du président, Franck Biya, qui déjà l'année dernière, on l'a vu chez le sultan roi des Bamoun, l'année d'avant, chez le sultan roi des Bamoun, l'année dernière, il était chez le Lamido de Garoua. On voit quelques-unes de ses sorties sur les réseaux sociaux, parader peut-être aux côtés de la garde présidentielle. Cette estime que c'est une communication politique en vue qui sait être d'une sortie publique officielle, d'une annonce. Vous y voyez, vous avez une lecture à propos de cela? Ce que je pense, c'est qu'en politique, il ne faut rien exclure. D'accord. Tout peut arriver en politique. Maintenant, si nous revenons aux fondamentaux, pour paraphraser le président de la République, je pense que le mot dynastie sonne mal avec les principes républicains. À l'époque, en 2009, il parlait plutôt de dauphinat. Et là, vous évoquez carrément le cas où le supposé prétendant, parce qu'il n'a pas encore parlé à ce sujet, serait le fils du président de la République. D'abord, je note que, sur le plan des principes, on ne peut pas naturellement accepter une succession dynastique. Ça va de soi. Parce qu'il faut que les Camerounais vous méritent et que vous méritiez les Camerounais. Il faut que les Camerounais, dans différents sondages, vous sollicitent. Parce qu'en vérité, le pouvoir appartient à qui? Le pouvoir appartient au peuple qui est souverain. Quel que soit le choix du peuple, même si c'est le fils du chef de l'État, il peut être porté aux commandes de l'État, naturellement. D'abord, il n'est pas déchu de ses capacités citoyennes. Donc, il a parfaitement le droit, en tant que citoyen camerounais, de postuler à quelque fonction que ce soit. Maintenant, sur le plan de la morale politique, on se rend bien compte que le fils du président, ne nous a pas démontré une carrière politique quelconque. Il faut un peu d'expérience politique. Il faut avoir été un militant actif pour comprendre les Camerounais et leurs besoins en politique. Je pense qu'il n'a pas eu de parcours politique, comme l'a dit son père d'ailleurs à plusieurs reprises. Je pense que le dauphinat, désigner son successeur, c'est pas propre à la République. La République, c'est... Donc vous n'y croyez pas? Vous ne pensez pas à une succession? Je crois que toute personne qui... Vous pensez que notre démocratie est suffisamment solide pour permettre un changement à la tête de l'État paisible, serein, qui soit du président Biya, quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément du régime ou du système actuel? Oui, parce que la démocratie, c'est quoi? C'est que démos, ça veut dire le peuple. En grec, démos, c'est le peuple. Kratie, c'est le pouvoir. Le peuple décide de tout. Dans des pays normaux, ce qui compte, c'est la transparence électorale. L'absence de fraude. Même s'il y en a un peu toujours, mais c'est la transparence qui compte. Si vous avez vu, par exemple, Adama Barrow, en Gambie, ancien veilleur de nuit ou bien gardien de boîte de nuit à Londres, qui est venu briguer la présidence en Gambie, il est passé. Il y a plein de monsieur Boniaï qui était inconnu de la scène politique béninoise, qui est parti de là-bas pour la présidence béninoise. Monsieur Talon, homme d'affaires, qui est venu au Bénin briguer la présidence. Tout est possible. À partir du moment où le peuple vous accorde son onction, s'il n'y a pas de compromission médiatico-politique, et que c'est le peuple qui décide de vous porter à la magistrature suprême, le problème, il est où? Même si c'est le chef de l'État. Regardez par exemple, il y a un cas où, aux États-Unis, où le fils d'un président lui a succédé. Évidemment, dans le Texas, on a parlé parfois de fraude, de recomptage des voix, etc. Mais George Bush Jr. a succédé à son père.
On ne peut pas dire que les États-Unis, ce n'est pas un pays démocratique, du moins dans les canons officiels du terme démocratie électorale, eh bien, le fils a succédé au père. C'est possible aussi au Cameroun, à condition, bien sûr, que le peuple ne s'y oppose pas et qu'une certaine transparence électorale nous soit, comment dirais-je, établie, nous soit garantie. Est-ce que c'est le cas? J'en doute. Donc, nous nous battons depuis des lustres pour qu'il y ait un vrai code électoral, débarrassé de ces scories. Il y en a plusieurs, article 44, article 41, article 113 bis, où seul le bulletin, le procès-verbal du président du bureau de vote est valable devant l'ELECAM, où le président de la République peut nommer et dénommer le président de l'ELECAM. Il y a tellement de choses pour l'intérêt de tous qui mériteraient, n'est-ce pas, à refaire par rapport à ce code électoral, parce que j'entends souvent dire que non, seules les inscriptions comptent. Non, les inscriptions sur la liste électorale sont utiles, mais ce n'est pas le seul volet pour parachever, pour donner les chances à l'opposition de réaliser un jour l'alternance. Parce que si je vous permets d'inscrire 20 millions de personnes, je rappelle par exemple qu'en 1992, nous avions à peine 4 millions d'inscrits. Je rappelle qu'en 2018, on avait à peine 6 500 000 inscrits sur les listes, dont 3 000 ou 4 millions de votants. Maintenant, si je vous laisse inscrire 20 millions de personnes, et que le code reste le même, avec ses défaillances, ses lacunes, plus ou moins volontaires, comment voudriez-vous, même avec 20 millions d'inscrits, que le rêve de l'alternance soit réalisé? Non. D'accord. Le président Mao, ancien président chinois, disait qu'on marche sur les deux pieds. D'accord. Ce n'est pas que les inscriptions, c'est aussi les inscriptions, mais avec une réforme profonde du code électoral. Bon, même si George Bush Jr. n'a pas forcément succédé à son père, qui lui était prédécesseur de Bill Clinton. Oui, mais c'est un détail, parce qu'en vérité, ce qui compte, c'est que en fait, le fils peut prétendre aussi à la charge suprême. Je voudrais qu'on prenne le dernier reportage de cette édition, c'est la rentrée scolaire qu'on a pu vivre cette semaine. Nos équipes sont allées sur le terrain évidemment pour voir comment cela s'est déroulé. Il a beau essayer, mais les surveillants sont fermes. Cette coiffure n'est pas réglementaire, donc pas d'accès en salle de classe pour ce jeune homme ainsi que ses camarades. C'est la même discipline qui a régné au premier trimestre qui continue. Il n'est pas question que, puisque c'est des fêtes, que les enfants viennent non coiffés ou bien avec des tenues non conformes. Donc ils doivent respecter la même discipline qu'au premier trimestre. Vous voyez les enfants arriver et dès 7h30, nous commençons les cours comme d'habitude. Donc je crois que 2 semaines de congé étaient suffisantes pour que les enfants récupèrent et maintenant nous continuons l'année. Ce 3 janvier 2023 est jour de rentrée du 2e trimestre. Au collège de la Salle ici à Douala, c'est l'année qui a changé. La discipline et le travail doivent continuer et tous les maillons de la chaîne éducative doivent mettre la main à la pâte. Vous savez que dans l'éducation, nous sommes 3, l'enfant, nous-mêmes les éducateurs et les parents, que les parents continuent à jouer leur partition. C'est ça que nous attendons d'eux. Ces derniers ont justement usé de tactiques pour le réveil de ce premier jour de classe. C'était facile et pas facile aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les fêtes d'abord sont déjà passées pour elle, c'est comme s'il n'y aurait plus jamais de fêtes. Les classes ont repris. Bon. Elle était aussi fière de revoir ses camarades. Bon, c'était aussi facile. Elle s'est vite réveillée quand même. Elle s'est vite réveillée pour venir à l'école. Les classes ont repris. Dernièrement, l'école s'est séparée, que la rentrée c'est le 3 janvier. Et c'est la nouvelle année. Non, oui, maman. Alors, on s'apprête, on y va à l'école. Oui, bon, on était déjà habitués de rester avec eux à la maison. Bon, le matin, il fallait se réveiller à 5 h pour les préparer. Ils s'habillent, se laver, s'habiller et venir les déposer à l'école. Ils ont quand même traîné au lit. Ils ont beaucoup traîné. J'ai fait bien mes efforts avant qu'ils se réveillent. Ouais, ils ont beaucoup traîné. Toutefois, il faut rapidement prendre le rythme, le trimestre étant décisif. C'est déjà le 2e trimestre, un trimestre de décision. Pour les élèves de cours moyen 2, ils ont des examens à faire, ils doivent se concentrer désormais. Et les classes intermédiaires, ils travailleront encore mieux pour passer la classe supérieure. Premier jour de rentrée, premier jour de semaine, bien que lundi était férié, mais c'est le premier jour de classe pour le trimestre 2023. Les enfants nous sommes là avec 4 groupes, donc il n'y a que 2 groupes présents.
Donc le rassemblement était fait avec l'effectif normal. Ce matin, éducation civique et à la citoyenneté dans toutes les classes, comme les emplois de temps le permettent, et la prise de contact du deuxième trimestre. Les maternelles ne sont pas en reste. À quelques absents près, ici tous ont repris le chemin de l'école. La majorité est là. L'effectif est presque atteint. Ils sont tous là, presque. Parce qu'il y a quelques enfants qui ne sont pas là, sûrement, ils ne sont pas encore rentrés des congés, mais la majorité est là. Réveil difficile, quelques cas d'indiscipline mais effectifs présents. Voilà qui a marqué cette journée de rentrée du deuxième trimestre de l'année 2022-2023. Célestin Djamène, nous allons sortir de cette émission, la première de l'année, pour peut-être synthétiser pour une analyse dernière, 2023 pour vous, ce sera une année qui sera pleine de tempêtes. Je pense notamment au combat que doivent mener au quotidien nos mamans, nos sœurs, pour pouvoir s'en sortir au quotidien. Une année aussi d'alourdissement des taxes de toutes sortes. Une année aussi d'espoir, parce que je dois parler d'espoir en tant qu'acteur politique. Je ne peux pas être un acteur politique et présenter aux Camerounais une espèce de camerouno-pessimisme. Je pense que malgré les difficultés, il faut y croire, parce que nous avons un pays à aimer. On a un pays qui doit être, comment dirais-je, montré aux yeux du monde, aux yeux des Camerounais, effectivement entre nous, qu'on a tellement de ressources qu'on ne peut pas participer à ce gâchis généralisé. Je considère donc que sur le plan économique, le gouvernement a sa partition à jouer. Pour l'instant, il ne brille pas tellement par cette volonté politique qui fait qu'on puisse assainir certaines dérives économiques, parce que je pense notamment qu'il faut mettre un frein à cette importation massive du riz, du sucre, la farine, du poisson congelé, alors que on vient effectivement, vous avez bien écouté le discours du chef de l'État, parler d'import-substitution. On peut effectivement réaliser des productions locales. Mais pour cela, le gouvernement, quand je dis qu'il doit jouer sa partition, c'est de questionner, n'est-ce pas, la compétence des acteurs locaux, notamment des hommes d'affaires, des artisans, des commerçants, des entrepreneurs, des agriculteurs, et mettre à leurs moyens les aides qu'il faut afin de les aider à redynamiser l'économie camerounaise. C'est possible. On a des gens extrêmement talentueux. On ne peut pas être ceux qui louent, n'est-ce pas, comment dirais-je, les autres à l'extérieur et ne pas encenser nos propres ressortissants. On a un président comme Kagame. Les Camerounais sont peut-être déjà 300 000 au Rwanda aujourd'hui, peut-être même plus. Parce que M. Kagame, président du Rwanda, a compris, comment dirais-je, l'excellence de la ressource humaine camerounaise. D'accord. Et ce n'est pas à nous de le négliger. Donc je pense que tant qu'on a ces capacités-là, quelle que soit l'obscurité de la situation, on doit toujours y croire. Moi, j'y crois toujours. Je mets toujours en exergue le ministre de la Défense, qui est un bon exemple de ministre. Le ministre, malgré les critiques qu'il subit de l'administration territoriale, qui fait un travail de fermeté, vous savez qu'il est victime de ses propres, entre guillemets, frères anglophones. Mais il faut tenir au principe de la République. C'est avec ça qu'on peut avancer. Mais si vous donnez de bons points à des ministres, il y en a qui prendraient peut-être des mauvais points aussi. D'autres ne travaillent pas autant. Je les encourage à faire comme ceux qui montrent l'exemple. Bargangele, c'est un bon administrateur. Il fait un bon travail. Regardez, par exemple, moi j'ai eu mon passeport en 48 heures. C'est une réforme qu'il fallait faire. Vous avez eu la CNI aussi. Évidemment. Non, la CNI, il est toujours en validité. Donc, je n'ai pas de problème de CNI. D'accord. Je suppose qu'il n'y aura pas de problème. Mais je dis qu'il faut désengorger. Évidemment. Il faut effectivement encourager ceux qui font moins bien à faire mieux peut-être que les autres qui font bien aujourd'hui. Merci Célestin Djamène d'être venu évidemment ce soir pour essayer d'analyser et commenter les faits d'actualité tels que perçus par notre rédaction cette semaine. Merci infiniment député, merci pour ce privilège qu'on m'a accordé pour la première de l'année 2023. Merci. Bonne et heureuse année 2023 une fois de plus à vous à la maison qui évidemment est fidèle à cette émission. Demain c'est lundi d'avance, je vous souhaite une excellente semaine. Bonsoir et à dimanche prochain.